Pierre Juffé est né en 1920, garçon timide, apprécié de ses camarades Charlie Raux, qui le surnomment Pierrot. Ses parents, Rosita et Noël Juffé, tiennent la boulangerie au bout de la rue Mercière, qui, 20 ans plus tard, portera le nom de leur fils. En 1939, la guerre est déclarée à la France et ses alliés. Pierre Juffé s'engage dans l'armée et sera fait prisonnier en Allemagne. Il arrive à s'évader et revient à Charlie en avril 1942, épuisé. Son père décédé en 1940, sa famille endettée, il rejoint, un mois plus tard, l'armée d'Afrique du Nord. En novembre 1943, son unité embarque dans la région des Abruzzes en Italie pour relever l'unité du général Clark au pied de la ligne Gustave, tenue par la Wehrmacht. Les soldats se lancent dans une bataille très dure, dans la neige et la boue. L'unité de Pierrot avance et s'ouvre la voie du Mont Cassin et de Rome. Les combats font de nombreuses victimes, parmi elles, Pierre Juffé. En 1945, le maire de Charlie, Henri Redon, et la commune tout entière lui rendent hommage en rebaptisant la rue Mercière rue Pierre Juffé. Aujourd'hui, son nom est gravé sur le monument aux morts et il repose au cimetière de Charlie, aux côtés de ses parents. La rue Pierre Juffé, anciennement rue Mercière, abrite bien des trésors comme la Thibaude, maison vigneronne du nom des anciens propriétaires, les Thibaudiers. Quasi inchangée depuis le XVIe siècle, elle est un témoignage de l'essor de la vigne sur Charlie à la Renaissance. Cette demeure répond aux canons architecturaux de l'époque, avec une cour intérieure et 3 côtés. À partir du XIXe siècle, la vigne laissera progressivement place aux arbres fruitiers. Pendant la première moitié du XVIe siècle, les rois François Ier et Henri II tentent d'annexer des États italiens. Charles Quint, empereur germanique et roi d'Espagne, menace d'encercler la France. On peut penser que c'est par peur de Charles Quint que cette tour de style Renaissance fut érigée au bourg de Charlie. Sa hauteur dépasse celle du donjon seigneurial, si bien que l'on imagine que son commanditaire n'est autre que François Turin, alors seigneur de Charlie. Cette tour porte le nom de Gadagne, car elle ressemble fort à l'hôtel Gadagne à Lyon, demeure de Thomas III de Gadagne. Celui-ci devient seigneur de Charlie en 1559, dès la fin de la construction de la tour. Une autre de ces tours est érigée au Flachère, sur les conseils du roi Henri II, aux habitants du pays lyonnais. Un autre point de vue stratégique demeure dans le domaine Melchior-Philibert, nommé le Belvédère. Ainsi, du haut de ces tours et du donjon du château, tous les axes stratégiques depuis l'église de Charlie étaient sous surveillance. Située entre la croix des Rameaux, la croix Bourguignon ou encore la croix Binet, à la lisière du village de Millery, le quartier de Frontigny est l'un des plus anciens du village. Il semble que le hameau se soit développé autour d'une villa gallo-romaine, sur une terre donnée à un vétéran romain du nom de Frontius ou Frontinius. Ces fameuses croix qui entourent le hameau ont été mises en péril en 1794, où les révolutionnaires dressèrent une liste de 8 croix à abattre. La plupart furent remplacées sous le Premier Empire vers 1804. Celle de Frontigny, sur la place du Suel, a été érigée comme un point de passage entre l'église de Charlie et celle de Millery. Autrefois, le cercueil de chaque défunt de Frontigny était déposé à son pied avant d'être transporté vers l'église. La place du Suel était un lieu où les habitants venaient battre leur récolte de céréales. Le mot Suel est un terme lyonnais désignant une aire en terre battue, plate et propre. Frontigny, c'est aussi sa maison forte, celle de Molèze qui semble veiller sur le hameau. Cette bâtisse date du XVIIe siècle, vraisemblablement agrandie au XVIIIe. Elle a été construite par Hugues Huvet en 1610, bourgeois et avocat à la cour de Lyon.
Ses enfants et petits-enfants portent ensuite le titre de seigneur de Molaise, rattaché à un fief et rente noble qui permet à la maison forte de prendre le nom de château, qui lui aussi a bien failli être détruit à la Révolution, qualifiée telle une maison de conspirateurs. On accédait à la maison forte par une allée bordée de tilleuls, en passant par une grande entrée en pierre, érigée en 1760, qui témoignait du prestige du domaine s'étendant sur 6 hectares, bordée de fortifications. Une grande partie des murs et des tours ont probablement été détruites au XIXe siècle et le domaine fut morcelé. Il est possible de remonter le temps encore plus loin, au Moyen-Âge avec la maison de Claude de Bourg, l'une des plus anciennes du village, témoignant de l'essor de Charly au XVIe siècle. À cette époque, de nombreux bourgeois lyonnais investissent sur les terres viticoles du village et de vastes et beaux domaines sont constitués. Un siècle plus tard, elle appartiendra à Françoise Caron, noble et receveur général des finances à Lyon, qui possède plusieurs propriétés sur Charly et Millery. Françoise Caron se disputera le titre de seigneur de Privas avec un conseiller du roi, Michel Dufournel, qui résidait dans une belle demeure proche de l'église et qui deviendra le manoir de Foudras. Vers la Croix des Rameaux se trouve une autre demeure, aujourd'hui privée. Derrière cet imposant portail en fer forgé se trouve une tour où un certain Pierre Terray de Bayard, plus connu sous le nom de Chevalier Bayard, serait venu trouver repos chez une cousine entre 2 campagnes d'Italie. Lorsque l'on se promène dans les rues de Frontigny, on s'aperçoit que l'eau est très présente. Le hameau a été construit sur une crête glaciaire et a toujours bénéficié d'une nappe phréatique peu profonde. Chaque maison avait son puits. Le lavoir du Rieux fut construit en 1804 sur l'emplacement où se trouvait une fontaine réputée pure, fraîche et bonne pour les yeux, issue d'une source qui ne tarit et ne gèle jamais. Aujourd'hui, le hameau de Frontigny reste préservé, un quartier où il fait bon vivre, où l'on peut croiser promeneurs et certains habitants très singuliers. C'est aux 4 coins de Charly que l'on peut trouver ces lavoirs, dont certains sont déjà cités au Moyen-Âge. Le plus ancien d'entre eux pourrait être celui de la Conche, entre le domaine Melchior Philibert et le château. En 1300, les habitants entourant l'église viennent puiser l'eau dans un trou appelé fond de la Conche. Le lavoir est cité à partir de 1460, communiquant avec les communs du château. Au XIXe siècle, il sera reconstruit car il semble que les sources d'eau ne sont plus suffisantes pour alimenter tous les lavoirs. C'est grâce à Jean-Baptiste Freinet, artiste et ancien maire de Charly, que la construction du toit et des piliers est possible par l'achat du mur mitoyen. Plus au nord, route de Saint-Abdon, se trouve le lavoir de la Fontpelay, du nom des propriétaires du domaine au XIVe siècle. De cette ancienne source, il en est fait un lavoir où les habitants peuvent laver leur linge au XVIIe siècle. En 1784, un maître teinturier du nom d'Azermar et son épouse interdisent l'accès au lavoir pour rincer le linge ou abreuver les bestiaux. C'en est trop pour les habitants de Charly, justice est saisie et rendue par maître Gabriel Sivard, notaire royal à Givors. La Fontpelay est depuis un temps immémorial à l'usage de la communauté et le restera. Le toit est beaucoup plus récent, construit en 1910. Du côté de Frontigny, le lavoir du Rieux est bien connu des promeneurs. En ancien français, le Rieux désignait le ruisseau. Le lavoir est construit à l'arrivée du Premier Empire de Bonaparte en 1804. Il n'y avait plus assez d'argent pour construire un toit car il fallait aussi relever toutes les croix du village abattues par les révolutionnaires. Les lavoirs étaient des lieux de convivialité, de retrouvailles et aussi de potins en tout genre. À l'arrivée de l'eau courante, à la moitié du XXe siècle, ces lavoirs furent peu à peu délaissés. Il reste encore des traces d'autres lavoirs et certains charlirots nostalgiques se rappelleront ces souvenirs des sœurs Saint-Charles lavant leur linge sous une dépendance du château. À la fin des années 80 et au début des années 90, il faut rendre hommage à des conseillers municipaux et passionnés du patrimoine qui ont nettoyé puis remis en état ces 3 lavoirs dans les règles de l'art grâce à des experts et les souvenirs des anciens du village.
La terre fut acquise en 1239 par le chapitre de Saint-Just-Dugue de Chavannes et le château aurait servi de résidence entre 1244 et 1251 au pape Innocent IV. C'est au XIVe siècle que la construction de la maison forte fut lancée par Guimet Moriboily, seigneur de Charly, avec la configuration architecturale telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cet édifice marquera l'histoire et le paysage de la commune au fil des siècles. Il fut le siège de la seigneurie de Charly jusqu'à la Révolution. Pendant la guerre de 100 ans, le château abrite la population. Des bandes de pillards et de mercenaires sont repoussées par de vaillants chevaliers. Les défenses du château seront renforcées au XVe siècle, après la défaite d'Azincourt avec des bombardes et des arbalètes. Au XVIe siècle, Charles Quint, empereur germanique et roi d'Espagne, menace d'encercler la France. Avec la tour des Gadagnes et la tour des Flachères, le château assure une triangulation défensive. Les seigneurs de Charly et les grandes familles se succéderont au fil du temps, comme la famille Turin ou encore Thomas III de Gadagne, lieutenant général du roi en Bourbonnais. Plus tard, le château sera aménagé en demeure résidentielle de campagne. En 1760, le château est racheté par Paul Barbier des Landes, qui perdra ses droits à la Révolution. L'édifice sera qualifié de vestige d'horreur de la féodalité. Il survivra aux révolutionnaires et sera repris en 1829 par la congrégation Saint-Charles. L'école sera construite en 1850, d'abord pensionnat de jeunes filles, puis école primaire privée. Le château a été divisé en appartements après le départ des dernières sœurs Saint-Charles.